Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut tout le monde, c'est Bob Zombie, le prince de la bulle de l'œuf dans le tube. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison 7, mais rassurez-vous, Amazing Geek revient le 1er septembre pour une 8ème saison. J'ai obtenu le feu vert de ma compagne qui est d'accord pour que je continue à faire mes vidéos nostalgiques et péter du cul. Je vous remercie tous de tout mon cœur pour la fidélité, le soutien, la complicité et les encouragements que vous m'adressez tout chaleureusement chaque semaine. Vous êtes le carburant de ma créativité, de mon envie de poursuivre la chaîne, donc merci à tous mes petits farfadets. Bon, on va pas rester là à se faire des langues sous la douche, et on va démarrer tout de suite cette dernière émission de la saison, parce qu'il y a du méga pain sur la giga planche, une grosse charrette, et sans plus tarder, Michel, envoie le bousin. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. Au sommaire aujourd'hui, mes petits farfadets et bedonesques, on va se faire pouic-pouic avec une présentation de l'album Panini consacré aux véritables gardiens de la galaxie, puis je vous parlerai de mes achats de comics et les cadeaux que m'ont offert les petits farfadets, et on terminera, comme à la fin de chaque saison, par une histoire du Captain America. On a de quoi faire. Et pour m'accompagner, il y aura bien sûr Scarlett, Robert et Fred, des comics de Fred. Allez bande de petits vénards, c'est parti pour la lecture de la semaine. Aujourd'hui, bande de petits vénards cosmiques, on va parler des Gardiens de la Galaxie. Mais quand je parle des Gardiens de la Galaxie, je parle des vrais, pas de ces personnages apocryphes. Mais on parle bien de ceux que toute une génération a pu découvrir dans les Titans chez Lug. Vance Astro, Yondu, Martinex et Charlie 27, accompagnés de Nikki et Starhawk. Car oui, mesdames, messieurs, ce sont eux les vrais gardiens. Des durs, des vrais, des tatoués. Pas le genre d'homme à se prendre en bouche pour faire plaisir à une minorité. Y a un message là ? Non. Rire de droite. Si vous êtes un esthète, regardez comme cette couverture a du style, a du flow, a de la maille. C'est superbe et limite, on peut être en droit d'affirmer que c'est plus beau que le sexe. Là, je crois que tu pousses le bouchon un petit peu loin. Bah non, une schmurz, c'est pas super esthétique non plus. Oh bah ça dépend, il peut y avoir des belles... Attention à ce que tu vas dire, la Scarlett. Quoi On dit zigounette. Oui bah il peut y avoir de belles zigounettes. C'est surtout que passé 50 ans, bah ça devient moche, si tu as les coucougnettes qui pendent, c'est pas très esthétique. Surtout quand elles touchent le sol. Oui, et c'est pour ça que je me permets de dire cela. On est d'accord. Eh ben, cette vidéo commence bien. Pourquoi tu dis ça? Bah, je suis pas sûr que les gens qui sont venus là veulent entendre parler de schmurz et de coucougnettes. Oui, et nous allons sans plus tarder recadrer sur le sujet en parlant bel et bien des Gardiens de la Galaxie, rassurez-vous. Alors ma gueule, j'aimerais te dire que cet album Panini d'un fort beau gabarit regroupe dans 344 pages la première intégrale des Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire leur toute première apparition entre 1969 et 1977 dans Marvel Super Heroes 18, les Defenders 26 à 29, les Marvel 2-in-1 4 et 5 et les Marvel Presents 3 à 12. C'est assez intéressant et inédit du cul, mais surtout, vu le nombre de pages, c'est un excellent rapport qualité-prix pour cet article avec finalement un album qui permet de faire découvrir ce que sont vraiment les Gardiens de la Galaxie, très loin de ceux qu'on a pu voir au cinéma. J'ai jamais pu encadrer ces courbeurs de bananes. Alors, ne nous le cachons pas, le premier épisode datant de janvier 1969 est absolument dégueulasse. Il pue du fiacre. Jen Colan au dessin signe l'un de ses pires travaux. Oh je trouve que tu envoies de la violence gratuite. Non, mais ça pue du fion. Tiré du Marvel Super Heroes numéro 18, les lecteurs français ont pu lire cette horreur visuelle dans le Titan numéro 5 de novembre 1976. C'est une version futuriste du film Les 12 salopards, et c'est scénarisé avec le cul par Arnold Drake, pas très inspiré. Moralité, parfois, il faut savoir rester à sa place et être une merde discrète, comme le disait souvent mon ancien patron. Charlie 27, Yondu et Martinex s'associent à Vance Astro, l'astronaute américain, pour fomenter une rébellion au 31e siècle contre les Badoons. Quand Arnold Drake, viré de chez DC, parce qu'il avait osé réclamer des royalties et une assurance maladie, propose à Marvel son synopsis, la maison des idées a
accepte et le charge de mettre en scène son histoire dans le magazine anthologique Marvel Super Heroes, qui avait vu les débuts du bon Captain Marvel un an auparavant. Mais l'histoire n'a vraiment rien de sensationnel, c'est comme une poire sur une tartine trop grande. Comparaison étrange. Et surtout, elle est dégueulasse cette histoire sous les coups de crayon de Gene Colan, et ni les lecteurs ni Stan Lee ni Roy Thomas trouvent ça chouette. La sanction est sans appel à tarte, les Gardiens de la Galaxie disparaissent purement et simplement après cet épisode. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Le tri c'est important, alors pensez bien à mettre votre Gene Colan dans la poubelle. D'ailleurs, à l'époque, le magazine espagnol Novela Gráfica disait El arte del señor Drake está enlatado pesta nolgas. J'ai rien compris. Bon, c'était juste pour rétablir le contexte. Oui, mais j'ai rien compris. De toute façon, même s'il te parle en Yoda, tu comprendrais pas. Hein. Gros salaud! Coucou. Il y a que des bandits dans ce bar à chicha. Bar à chicha. En fait, son style vieillot, parfait pour le DC de l'époque, n'a pas sa place dans la Maison des Idées, qui a un style plus moderne. Oh bah c'est le tube de la crémière qui se moque de l'argent du beurre, hein. Ouais, façon gentille de dire que c'est de la merde. Et il faut attendre Steve Gerber pour reprendre en main cette équipe cosmique à partir de juillet et septembre 1974 dans les Marvel 2-in-1 4 et 5 que nous avons pu lire dans les Special Strange 2 et 3 en décembre 1975 et mars 1976. Tu as fait une vidéo dessus d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ainsi, dans 2 récits de la chose, les Gardiens de la Galaxie reprennent vie, soit 5 ans et demi. 4 ans. 4 ans, Non, 5 ans et demi, bande de bolosses. Après leur première apparition sous les coups de crayon de Sal Buscema. Gerber est très à l'aise avec les personnages bizarres ou marginaux et il va réussir à faire passer les Gardiens de la Galaxie au stade de fade à celui de péchu. Ce qui est incroyable du cul. Oui, je sais, ce n'est pas une rime riche, mais c'est le texte. Puis Gerber poursuit les aventures, cette fois-ci dans le Giant Size numéro 5 des Défenseurs, en juillet 75, avec au dessin Don Heck, que les viewers de cette chaîne adorent. C'est de l'ironie. Oh que oui, vous ne l'aimez pas, hein, celui-là. Les lecteurs français ont pu lire cette histoire dans le Namor chez Haredi numéro 3 en 1979, que je vous montre là de façon aussi virile qu'ostentatoire pour toutes les Géraldines au cul déshéritées qui ont autrefois su apprécier le doigté et le tact de mes Gorilla Fingers. J'avais jamais vu que t'avais des gros doigts. Revenons aux comics les garçons. Puis Gerber continue les aventures des Gardiens de la Galaxie dans les Defenders 26 à 29 entre août 75 et novembre 75. C'est-à-dire de la même année. Oui, Scarlett. Ces 4 épisodes velus des Défenseurs ont été publiés en juillet 1978 dans le Hulk Collection Flash numéro 10. C'est-à-dire un bouquin entièrement consacré aux Défenseurs, mais avec en couverture Hulk qui n'y s'y trouve jamais, du moins dans un récit en solo. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Notons comme Amélie que c'est dans ces 4 épisodes des Défenseurs que Steve Gerber va créer un nouveau membre pour les Gardiens de la Galaxie dans la personne de Starhawk. Le travail de Gerber et de Sal Buscema va vraiment impressionner la rédaction de Marvel qui va demander à Gerber d'écrire d'autres histoires avec ce groupe. Malheureusement, les 10 épisodes ne paraîtront pas dans un magazine où les Gardiens sont en tête d'affiche. Mais dans une nouvelle série anthologique appelée Marvel Presents, née en 1975. Les 2 premiers numéros ayant été consacrés à Bloodstone, Ulysse de son prénom, les Gardiens commencent donc leur nouvel arc narratif à partir des Marvel Presents numéro 3, et cela jusqu'au numéro 12, entre février 1976 et août 1977. Accompagné d'Al Milgrom au dessin, Steve Gerber va offrir un beau récit, épique et collégramme, qui sera considéré a posteriori comme l'un des runs les plus marquants de l'âge du comics. Et l'intégrale Panini vous propose donc ces 10 épisodes durant lesquels on découvre les origines complètes de Starhawk et l'apparition de Nikki avec ses cheveux flamboyants. Ces 10 épisodes, bien sûr, nous avons pu les lire dans les Titans 6 à 15 entre janvier 77 et juillet 78, dont les couvertures ont toujours été un plaisir des yeux. Oh, regardez ça. Vas-y Michel, mets-nous une musique de baise pour accompagner cette vision nacrée. Oh, on vit des choses là, hein. Oh. Arrête, ma braquette se craque. Vraiment, cette intégrale Panini est vraiment complète et pratique pour pouvoir lire dans l'ordre chronologique les aventures des Gardiens de la Galaxie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout cela ? Rien. Alors non, on peut dire que c'est de la SF super-héros à l'ancienne, avec des thématiques à l'ancienne, mais pas que. Et le point faible, c'est que les épisodes ont assez mal vieilli et peuvent parfois avoir le goût d'une vieille pasta box périmée. Ce qui est normal avec la succession d'auteurs qui varie en qualité, mais aussi parce que 8 ans séparent le premier épisode du dernier. C'est vraiment pour les nostalgiques et les anciens lecteurs de Titan, mais je le répète, pour 344 pages, son prix prendra vraiment soin de vos petites bourses fragiles.
Alors mes petits papoutes, je ne vais pas terminer cette saison 7 sans remercier tous ceux qui, une fois de plus, m'ont gâté en cadeau, que ce soit les amis youtubeurs, les farfadets ou même les gens qui me côtoient. Et je vais vous présenter à la fois mes cadeaux, mais également mes achats compulsifs qui occuperont bien mon été. Je commence par un cadeau de la taverne de Lug, qui lors de notre dernière rencontre m'a offert ce Spider-Man India, vision curieuse de l'araignée version indie, où notre héros est donc indien. C'est marrant à lire. Merci à toi Camille. Et j'enquille avec un autre souvenir de mon adolescence, puisque ma chérie, qui pensait avant de me rencontrer que les comics étaient pour les vieux, bah en fait elle a pas tort. Eh bien ma chérie, disais-je, a trouvé bon de me convertir à sa cause en jouant sur ma fibre nostalgique, puisqu'elle m'a offert l'Appel de Cthulhu en manga dessiné par Gutanabe, et j'avoue que j'ai adoré, mais je compte bien vous en faire une vidéo prochainement, parce que j'ai kiffé ma race, sorti du fait que j'ai eu du mal au début à lire à l'envers. Pauvre Goyo, Ça m'a pris quelques minutes pour comprendre le sens de la lecture. Mais c'est pas mal du tout et j'ai une vidéo en préparation sur son contenu, car tous les amoureux de Lovecraft pourront même y retrouver leur compte. Dans la foulée, je me suis acheté La couleur tombée du ciel, que j'ai adoré, en nouvelle, donc on verra si ça me plaît en manga, et ma chérie, trop contente de m'avoir converti à sa culture, n'a pas lâché l'affaire en m'offrant le coffret avec 2 mangas sur le cauchemar d'Innsmouth, qui, en fait, est mon récit préféré de Lovecraft. Toujours au registre manga, j'ai adoré l'animé High School of the Dead, et je me suis offert les mangas pour comparer. Je ne suis pas déçu, même si le contenu, en un seul mot, des histoires, se limite à des zombies, des katanas, des flingues, des filles en jupette, et des petites culottes, et même des boobs défiant les lois de la gravité. Toute une culture que je me garde bien de juger, mais qui est, je dois le dire, assez convaincante. Enfin, pour en finir avec les mangas, l'un de mes amis d'enfance m'a offert ce Goldorak, nouvelle série qui reprend juste après la fin du dessin animé, et j'ai commencé à le lire, et je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de petites culottes dans les dessins animés. Nous en arrivons à la partie comics, faite de cadeaux et d'achats compulsifs de ma part. Je commence par un nouveau cadeau de ma chérie qui m'a offert ce Wolverine, un épais pavé de Paul Jenkins et de Kerrion Gillen, dessiné par Andy et Adam Kubert. C'est un pavé qui risque de bien m'occuper, et au premier abord, j'adore les dessins. Merci chérie, je ne te mérite pas, je suis tout petit, je suis à chier. Je me suis acheté ce petit fascicule consacré à Black Panther, regroupant différentes époques de son existence en comics, que ça soit dans les années 2000, les années 70, dans l'Iron Man annual, ou dans la série Black Panther en 1977, que je vais éplucher cet été sur la plage, et il est en papier glacé, il ne craindra pas le sable. Je me suis également offert ce Spider-Man 60 ans d'aventure, sorti dernièrement, qui retrace toute l'histoire du tisseur de façon synthétique et agréable à lire, avec des petites anecdotes bien sympas, je recommande. Comme je suis un putain de complétiste, j'ai acheté le Fantastic Four intégral 1966, que je ne manquerai pas de vous faire en vidéo à la rentrée, ainsi que celui de la période avec le début de Byrne dans les années 79-80. Je sens que je vais me régaler, puisqu'il correspond aux épisodes que je n'ai jamais lus, car c'était le moment où j'avais laissé tomber Nova. J'ai également investi pour 6 € dans House of M, un incontournable d'après les fans de l'univers Marvel. J'en ferai une vidéo, même si je vous dis tout de suite que j'ai moyennement apprécié. Et enfin j'ai craqué, et pour 6 boules, j'ai acheté le Gant de l'Infini de Jim Starlin et George Pérez, car même si je n'aime pas ce récit, je vais essayer de comparer cette version intégrale avec le contenu probablement censuré de Lug, ce sera toujours intéressant pour une vidéo. Et enfin, pour terminer, je voulais vous montrer les cadeaux de mon ami le French Geek. Abonnez-vous à sa chaîne, qui m'a offert du très lourd, comme ma bite. Puisque j'ai eu la surprise de recevoir cette artiste édition de chez IDW consacrée au Spider-Man de John Romita. Et c'est tellement beau que je vous en ferai une vidéo à la rentrée. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Merci Jérôme, t'es une crème, ça m'a réveillé bien des souvenirs de mon enfance. Mais mon bon Jérôme a compté sans dépenser, puisque sachant que je suis un grand fan de la Guerre des Étoiles, et je dis bien la Guerre des Étoiles et pas l'univers Star Wars, les anciens me comprendront, car il n'y a qu'une seule trilogie, et la Guerre des Étoiles est l'unique religion. Bref, il m'a offert cet album balèze consacré à Walter Simonson, et regardez-moi ce monstre, il ne rentre nulle part dans mes bibliothèques, et c'est une pure merveille que je ne manquerai pas de vous présenter en vidéo à la rentrée, car ça vaut le détour. On y trouve les épisodes diffusés dans Titan, mais ici, ce sont les originaux sur grand format. On apprécie le travail de dingue des artistes. Merci beaucoup Jérôme, t'es une crème, et pas seulement parce que tu m'offres des cadeaux, mais surtout parce qu'au quotidien, tu me soutiens dans mes difficultés de la vraie vie, les moments douloureux qui ont émaillé mon année 2023, et sans toi, et sans Fred des comics de Fred, mon frère youtubeur, il n'y aurait bien longtemps que je ne serais plus ici, et que j'aurais arrêté ma chaîne et les réseaux sociaux. Allez voir leur chaîne si vous ne connaissez pas, ils méritent beaucoup plus d'abonnés qu'ils n'en ont, car ce sont des gens passionnés et généreux qui aiment partager leur savoir et leur passion. Et rien que pour ça, ils méritent plus.
Comme à la fin de chaque saison d'Amazing Geek, je vais finir avec un épisode de Captain America. Pourquoi tu fais ça? À chacun ses hobbies, gros singe, ne juge pas. Je juge pas, je demande. Bon, et sinon, est-ce que Fred est prêt pour intervenir? Fred? Fred, tu nous entends? Non, bon, j'espère qu'on pourra quand même l'avoir avant la fin de l'émission. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon premier Captain America, lu et acheté par ma maman dans une galerie marchande de mammouth. Vous vous souvenez des magasins mammouth? Non. J'étais trop jeune, connard. Eh vas-y, reste tranquille, toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? Tu peux rester poli, hein, tu peux pas tester. Enchaîne, gros. Il s'agit du 9ème album d'Haredi consacré au Captain, qui s'appelle L'Hydre démasqué, et qui est sorti en 1980 en France, regroupant les épisodes 145 à 147 de Captain America and the Falcon, datant de janvier à mars 1972. Alors attention, l'album date de 1980, mais moi je l'ai eu dans un double album, sorti en 1982. Alors pour moi cet album a une triple valeur nostalgique puisqu'il a été mon premier Captain America et l'une des premières BD que j'ai possédées, mais aussi parce qu'il m'a été offert par ma maman, et puis c'est lui qui m'a donné envie de dessiner des super-héros. Et heureusement que t'as pas fait carrière là-dedans, hein. Sac à merde, t'es chié de me dire ça Eh, toi? ouais, le vieux. Je galégeais, bébou. Ouais bah c'est pas gentil. Mais enchaîne, gros, on est en retard. Il y a Narcy après nous. Quand on regarde les dessins et les scènes de baston spectaculaires de cette BD, on ne peut qu'être séduit quand on est gosse, ça n'arrête pas une seconde. Et si vous ajoutez à cela... Le bruit et l'odeur. Non, si vous ajoutez à cela que j'ai eu cet album le même mois que le spécial Strange 29 d'août 1982, avec l'épisode de la chose où Captain America se bat contre Victorious, dans une chorégraphie guerrière qui flatte la rétine, et ben à chaque fois que je vois cet épisode, je finis par jouir. Ah, carrément. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne tiens pas cette œuvre-là entre mes mains, parce qu'à chaque fois j'en fous partout. T'inquiète, j'ai mis des tapis pour ça. Non mais sans blague, devant de tels dessins de Jill Kane ou de John Byrne, John! eh bien, je ne pouvais qu'avoir envie de vouloir dessiner des super-héros, et rapidement, Captain America a été le premier héros que j'ai le plus dessiné. La dernière raison qui fait que j'aime cet album est le fait que j'ai réussi à le sauver des eaux lors de l'inondation de ma cave qui avait détruit une bonne partie de ma collection de comics en 1984 ou 85, je ne sais plus exactement. Tu vieillis, gros. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez ce qu'il en reste, c'est un agrégat de pages désunies, comme les peuples de la France avant 1789. J'avoue qu'à l'époque, j'étais dégoûté de voir ma collection détruite par les flots tumultueux qui s'étaient engouffrés dans la cave. J'étais sans voix, m'exprimant que par des petits bruits de désespoir. Voilà. Je me demandais, mais pourquoi ça m'arrive ce genre de choses à moi? Bien fait pour ta gueule, petite salope. Ah, on me fait signe qu'on a retrouvé la liaison avec Fred. Fred? Fred, tu nous entends? Bon bah, visiblement, on l'a à nouveau perdu. Ça fait chier quand même. Bref, cet album Haredi a donc un passé riche et fort en oligo-éléments, en tout cas pour moi, et on pourra dire qu'il en a vu. Voilà donc pourquoi cet album est nostalgiquement l'un de mes préférés et que j'ai toujours été un fan de Captain America. Et puis il y a la relecture de ces BD colorés et péchus, qui sont portés par des élans nostalgiques et qui vous montrent que ce que nous avons aimé étant gosse n'est peut-être pas aussi bien que cela. Je subodore que tu vas nuancer ton propos. Moi, j'aime bien le verbe supputer. Ça me trouve le cul, ce genre de choses. Revenons aux comics, Scarlett. La première histoire de cet album Haredi est tirée du Captain Marvel 145 datant de janvier 1972. Il est écrit par Gary Friedrich et dessiné par Jill Kane. Alors en fait, on ne va pas s'emballer au sujet de Jill Kane, car en vérité, je vous le dis, Jill Kane et John Romita Sr. John! dessinent chacun la moitié de ce numéro. C'est un arc amusant si vous n'y regardez pas trop de près. John! 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 Ta gueule! Hydra, le groupe nazi, est de retour, et cette pernicieuse organisation terroriste s'est infiltrée de façon subrogative parmi les forces régulières du SHIELD. Un SHIELD visiblement pas très au point, car en plus, ses troupes armées sont temporairement à chier, et que seules les forces féminines sont opérationnelles, chose importante pour l'histoire. Et un caricaturel Nick Fury, macho et un peu trop militaire à mon goût dans son vocabulaire, décide d'envoyer la nouvelle force féminine accompagnée de Captain America pour enquêter et s'infiltrer dans la base d'Hydra, située en plein cœur de Las Vegas. Mais comme ces bolosses du SHIELD ont été piratés de toutes parts, en fait, ils ne savent pas que c'est un piège qu'a tendu Hydra pour les attirer et les éliminer. Il y a un certain nombre de rebondissements au cours de cette histoire très percutante et bastonneuse. Il y a de la distribution de beefsteak à 5 branches, de la giroflée de tarbouilles stupéfiantes, les protagonistes se pètent le stick à chaque page, mais surtout ces rebondissements concernent le leadership d'Hydra qui n'arrête pas de changer en cours de route. Le caïd qui contrôlait secrètement le groupe découvre à son insu que son fils, Richard Fisk, était le suprême Hydra, avant de découvrir dans les histoires suivantes que c'est le crâne rouge qui contrôlait les choses à un niveau encore plus élevé. C'est n'importe quoi. Oui. Ce qui est intéressant
intéressant, c'est que Richard Fisk, agissant incognito avec son père, a de quoi surprendre le lecteur. Le fait qu'il ait œuvré dans l'ombre de son père pour devenir Suprême Hydra, et pour reprendre le groupe et ensuite le donner en cadeau à son père, est assez original. C'est capillotracté, oui. Et là où c'est fort, c'est que comme le caïd ne sait pas que c'est son fils, il arrête pas de le bully, de le harceler, pour ne pas dire l'humilier à la moindre occasion. Dans cette histoire, il essaie carrément de le faire exploser, parce qu'il est exaspéré par son incompétence. Quelqu'un doit vraiment psychanalyser cette famille. En fait, il faut l'intervention de Vanessa Fisk pour empêcher son mari de faire exploser la base où se battait la force féminine du Shield et les forces de Hydra. Elle lui dit « Si tu détruis le quartier général d'Hydra, maintenant, une partie de nous deux mourra avec. » Quand on regarde les dessins de Vanessa, j'ai l'impression de voir Val, dit la comtesse Valentina, parce qu'elles ont les mêmes cheveux. Et là, je me suis dit « Enfin quoi, Val et Vanessa sont la même personne ou quoi ?» C'est vrai que maintenant que tu le dis... Ah, vous trouvez aussi? Non. Les autres épisodes de cet album changent de dessinateur puisqu'à partir du 146, puis dans le 147e épisode, c'est Sal Buscema qui prend la suite des crayons. Baston à foison, rebondissement divers, au final, le Capitaine finira par affronter le caïd dans un combat qui montre que le gros tas de graisse est toujours aussi dangereux. Bon, au final, sorti de l'esthétique des bastons, le scénario pue du fiacre. On peut même dire qu'il a des vers. Tout le plan d'Hydra est basé sur la supposition qu'il fallait inciter le Shield à envoyer la force féminine et Captain America dans leur piège pour avoir une victoire facile, car il n'y a plus de force masculine opérationnelle et qu'un groupe de filles sera plus facile à battre. Les vaincre mettrait en quelque sorte tout le Shield à genoux. C'est le pipeau du cul, ça. Oh que oui. Je passe sur le fait que Friedrich gère très mal la force féminine du Shield, car au-delà des préjugés machos de Nick Fury, qui n'aime vraiment pas les femmes, quand elles n'ont pas leurs mains délicates mais dynamiques dans son slip, le scénariste fait n'importe quoi en commençant par une bizarrerie étrange entre Valentina et Sharon qui se transforme en une compétition romantique pour le Captain America. Oui, Valentina semble avoir les ovaires en feu quand elle voit le Captain. Non, c'est hot. Bien wesh ma gueule, fallait la placer. Pas mal, la grosse. Bref, une bulle de pensée confirme que Val est amoureuse de Cap. Tu parles, c'est une meuf qui se respecte pas. Pourquoi tu dis ça? Je repère ça tout de suite, parce que les femmes, c'est mon truc. Oh, le relou, gros bova. La flatterie ne prend pas, Scarlett. Bon, pour en revenir au traitement que fait le scénariste de la force féminine, on se rend compte que Gary Friedrich est finalement plus macho que le personnage de Nick Fury, car les filles ne sont pas vraiment mises en valeur pour un épisode centré sur elles. Nous n'avons pas vu Val ou Sharon à l'œuvre, ok, elles distribuent quelques salades de doigts aux hommes de Hydra, mais par le passé, les auteurs nous avaient habitués à des filles plus fortes et vaillantes. Ici, elles sont que des faire-valoir sans plus. Et limite même, elles en prennent plein le boule. Et puis quitte à en faire des vrais féministes, soyez moins ringards les mecs quand vous écrivez vos personnages féminins, car votre vision de la force féminine, c'est de les faire hurler à chaque fois « Molle, macho, gros chauviniste !» Sans oublier ce ne sont que des hommes. Une fois, on a compris, mais là, c'est que toutes les pages, on se fait chier. Effectivement, ça peut devenir très ennuyeux. Côté stratégie des méchants, c'est aussi à chier. L'assaut de l'avion du Shield est stupide, parce qu'un missile aurait été plus efficace à mon sens. Oui, parce que pour se rendre sur place, toute la force féminine embarque dans un unique avion. Avec toutes ces nanas superbes, ce sont les hôtesses de l'air qui ont dû tirer la gueule. Bah pourquoi tu dis ça? Généralement, elles sont jolies, les hôtesses de l'air. Mais là, avec la force féminine, elles avaient de la concurrence. Les hôtesses de l'air ne sont pas forcément toutes bonasses, tu sais. Ah, y en a quand même pas mal. Dixit, le BG qui stalk des adolescentes. Mais pas du tout. Ouais, enfin, t'as vite oublié les fois où tu joues au docteur avec la petite Nathalie, hein. Mais j'ai jamais joué au docteur avec la petite Nathalie. Ouais, c'est ça. Je te parle d'hôtesse de l'air, là. Oh, est-ce que vous savez quel est le comble pour une hôtesse de l'air? Je crains le pire, mais je sens que tu vas nous le dire. Bah, c'est d'être obligé de se foutre à poil pour faire relever la queue à un avion. C'est gênant. Oh, ça va, c'est pas plus minable que vos blagues sur le sgeg, là, quand tu dis comme ma bite. Ah, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Bah, en fait, il y a un contexte existant, hein. Tu parles pas de schmurtz s'il y a pas une certaine réalité derrière. Ah oui, il y a un contexte. Ah, je le voyais pas comme ça. Bah oui, il y a un contexte, c'est pas gratuit. Sinon, ça serait assez vulgaire, hein. Là, on se base sur des faits. D'accord. Eh oui, pense-y la prochaine fois. Et puis au niveau de la mythologie de Hydra, le lore comme on aime bien dire aujourd'hui, présenter Crâne Rouge comme le chef de Hydra est une aberration digne des 35 heures. Pourquoi? Pour Fur. Oh, tu fais chier quand tu fais ça, arrête, ça m'énerve. L'idée que Red Skull a toujours contrôlé Hydra est discutable. Nous le savons, et pas seulement de Marseille, l'épisode de Sergeant Fury and the Howling Commando numéro 29 et de Captain Savage et ses Leatherneck Raiders 2 à 4 indiquent que c'est le baron Strucker qui a formé Hydra après avoir fui l'Allemagne parce qu'il avait déçu tonton Adolphe. Donc l'idée qu'Hydra était secrètement une organisation nazie de base, mais non voulue par les adeptes de la quenelle, bah ça n'a pas beaucoup de sens. Il faudra attendre le Daredevil 120-123 pour supprimer la bourde de cet épisode de Captain America, puisque l'épisode de Daredevil dira que l'Hydre du Crâne Rouge était vraiment un groupe dissident. Ils se rattrapent comme ils peuvent, quoi.
Et puis arrêtons-nous sur le cas du Faucon. Là aussi, ça ne va pas. Il est théoriquement le copartenaire de ce livre, puisque le titre c'est Captain America and the Falcon, et là, il refuse d'abord d'aider Captain America lorsque le Shield le contacte pour la première fois. Mais finalement, les auteurs se disent « Ah merde, il n'y a pas le Faucon dans une BD qui porte son nom, et il va falloir le remettre. » Et là, hop, on le réintroduit de façon grossière avec une prémonition où Sam voit que Cap est en danger. Voilà, on en est là au niveau du scénario. Et au final, on le fait revenir pour la scène de baston finale, justifiée par une scène dans un avion où on le voit aller quand même aider Cap avec un flashback montrant qu'il a changé d'avis. Il arrive enfin à l'action à la fin du numéro 147. Et en parlant de co-présentation, est-ce qu'on a réussi à rejoindre Fred? Non mais c'est mort là, il s'est barré. Ah bah, il n'aura pas trop forcé sur cette vidéo, mais abonnez-vous quand même à sa chaîne. Friedrich ne maîtrise pas non plus le slogan de Hydra, puisque dans l'histoire, le chef suprême dit « couper un membre et 2 autres prendront sa place ». Ici, le scénariste utilise le mot « bras » au lieu de « membre », enfin du moins dans la version originale, et ce n'est probablement pas la seule fois, mais ça m'a semblé tellement faux quand je l'ai lu. Et si tu fais référence à l'hydre mythologique, c'est carrément les têtes qui repoussent. Tu sais que t'es pas la moitié d'un con, toi? Tu seras directeur des programmes dans la saison 8. Pour te dire, mes petits farfadets, il faut que vous le sachiez pas seulement dans la colle, cette histoire a littéralement mis en colère les fans de Marvel, comme il ne l'avait jamais été auparavant. Le fait que Crâne Rouge soit le chef de Hydra a foutu les boules au lecteur. Ah oui, des bonnes boules là. Calme-toi, Scarlett. Et il faudra attendre que Tony Isabella rectifie cela dans une page de texte inhabituel de Daredevil environ 3 ans plus tard pour calmer tous ces meutes de lecteurs spécialisés dans les groupes nazis. Quoi qu'il en soit, les ventes ont chuté et il a fallu Steve Englehart pour sauver le titre de Captain America dans de l'annulation. Ah ouais, ils rigolent pas les lecteurs. Oui, les fans n'étaient pas contents que le Crâne Rouge soit accrédité de la création d'Hydra, parce qu'ici on marche sur certaines histoires déifiées de Steranko. C'est qui lui? Bien sûr, Marvel a finalement fait marche arrière. Et puis au final, la dernière chose qui est bancale dans ce récit, c'est la suite des aventures du Caïd. Comment est-ce que le Caïd aurait pu continuer à être libre quand on a découvert qu'il contrôlait Hydra? Pourtant, il continuera sa mascarade d'homme d'affaires humble après cela. Moi, je veux bien que le témoignage de Spider-Man ne suffit pas aux yeux des autorités capables de le poursuivre en justice, comme chef d'organisation terroriste, qui plus est d'inspiration nazie. Mais quand on y réfléchit bien, le témoignage de Captain America devrait certainement faire l'affaire, non? Oui. Voilà, chers amis, il y a des comics de notre jeunesse qu'il ne vaut mieux pas relire avec vos yeux d'adulte. Ce magnifique ouvrage d'Aredi, autrefois sauvé des eaux et chargé de souvenirs pour moi, mais il ne résiste pas à la cruelle analyse de l'adulte qui le reprend de bout en bout. Le fun de la lecture disparaît comme le plaisir autrefois procuré par le simple toucher d'une taxe d'habitation. Ah ouais, j'adorais ça moi. Quoi, les textes d'habitation? Ah ouais, j'adorais me frotter dessus. Te frotter dessus. Tu veux dire physiquement? Ah oui, j'adorais ça. Bah t'as qu'à passer à la maison, je les ai gardés en version papier. Eh ben allez. On va peut-être finir l'émission là quand même. Je dirais donc que je garde une tendresse affective et émotionnelle pour cette histoire et j'ai décidé de fermer les yeux de façon bienveillante sur les aberrations de son scénario qui fait mal aux mirettes mes belettes quand on veut bien se pencher dessus. Même si la qualité de cette histoire est contestable, les raisons du cœur me poussent à être indulgent car l'émoi qu'a soulevé en moi cet arc narratif m'empêche encore aujourd'hui d'oublier mes sensations de gosse. T'es un gros sentimental, toi, hein? Bah oui, mes sentiments ne sont pas qu'au niveau de mon slip. Oh Bébou, c'est tellement romantique ce que t'as dit. T'as vraiment un bon karma. Oui, et d'ailleurs abonnez-vous pour améliorer votre cosmos, mes petits cats. En parlant de romantisme, tu me montes tes taxes d'habitation? Gourmande. Tu veux du pain? Voilà mes petits farfadets, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et d'être resté jusqu'ici. Vous êtes peu nombreux et je vous embrasse. Passez de bonnes vacances si vous en avez. Bon courage à ceux qui bossent. N'achetez pas chinois, mais laisse post-blow pour encourager mon boulot. On se retrouve le 1er septembre. D'ici là, n'oubliez pas de consommer, de vénérer Corinne Touzé et de partager mes vidéos. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À très bientôt les geeks. Bébou, tu me montres tes taxes d'habitation? J'arrive. Mettez-vous à l'aise aussi. Que je vous mette. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, appelle Rav Dafri. Appelle Rav Dafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Dis donc Bob, je pars me mettre au vert avec la petite famille, il reste une place dans la voiture, tu veux venir? Sur la brochure, ils disent que c'est un camp de vacances très sympa au milieu d'une forêt, près d'un lac. Attends, ça s'appelait comment déjà? Attends, je regarde. Crystal Lake. C'est joli comme nom. Crystal Lake. Bon,
Il y a des adolescents fornicateurs, mais tu sauras les calmer, toi. Ça veut dire que tu viens. Ah, on va passer une bonne vacance. Je le sens bien, ça. À la tienne.